Alors voilà, dans mon navigateur web, j'ai tapé ceci, Should use RGB in design. Tout truc du genre va m'amener vers l'article qui m'intéresse. Alors c'est un article d'un site de référence dans le monde de InDesign, vraiment fait par des experts, InDesign Secrets, mais c'est pour les experts, vous n'en êtes pas là. Mais quoi qu'il en soit, ils vous ont fait un article qui vous explique pourquoi vous devriez importer des images RGB ou créer des couleurs RGB dans InDesign et les convertir à l'exportation. Donc ça fait quand même depuis une quinzaine d'années que la gestion des couleurs, le color management est bien en place chez Adobe et ça permet de faire des documents InDesign avec des couleurs vives. Et au moment où on exporte le PDF pour l'imprimeur, on va convertir. Au moment de l'exportation, la version du PDF spécialement pour l'imprimeur sera convertie en CMJN. Voilà, convertir en CMJN au moment où on fait l'exportation des fichiers PDF. Alors, c'est un article assez complet parce qu'un peu plus bas, ils vous disent quand même que oui, si vous avez vraiment besoin de faire du CMJN, vous pouvez. Qui pourrait avoir vraiment besoin de faire du CMJN? Les experts de la retouche de photographie pour les magazines, donc ceux qui ont vraiment besoin d'avoir un contrôle sur la couche noire. Voilà, c'est ce qui vous explique ici. Quand c'est utile de faire la conversion en CMJN des images avant de les mettre dans InDesign. Mais c'est vraiment l'exception, quoi. C'est vraiment pour les super professionnels, quoi. Ceux qui doivent vraiment avoir un contrôle sur la couche noire dans les images. Donc, ils sont quand même assez complets. Ils vous disent la vérité, c'est qu'à notre époque, mettez des images RVB dans InDesign, faites des couleurs RVB dans InDesign sur vos blocs, etc. Ça s'est converti en CMJN à l'export. Mais si vous êtes un super pro, vous avez besoin d'avoir un contrôle sur la couche noire, ce qui est quand même un travail de chromiste habituel, de professionnel de la retouche photo pour les magazines, pour l'impression, ben oui, pourquoi pas? À ce moment-là, oui. Voilà, je tenais à vous montrer ça parce que c'est vrai que c'était inhabituel. Vous allez parler à certaines personnes qui sont dans le métier depuis une vingtaine d'années. Vous allez leur dire que vous mettez des images RVB dans InDesign, que vous faites des blocs en RVB. Ils vont vous dire que c'est une erreur monstrueuse et qu'il ne faut pas faire ça, mais en fait, c'est eux qui sont dans l'erreur. Ils n'ont pas mis à jour leurs connaissances. Ça fait quand même 15 ans que Adobe préconise de faire ça. Alors voilà, on a une couleur rose sur notre bloc là. Je vais quand même la teinter ici. Et en fait, ici, au final, bien sûr, la couleur n'apparaîtra pas. J'utilise cette couleur juste pour matérialiser le bloc, pour le voir mieux. Mais au final, la couleur n'apparaîtra pas. J'en ai profité pour vous parler des couleurs RVB et CMJN dans InDesign. Vous voyez que c'est une couleur RVB. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps votre document. Alors, ce bloc, vous êtes bien sûr qu'il colle bien aux marges, il n'y a pas de problème, vous ne voyez pas d'espace quand vous zoomez. C'est parfait. Sinon, il faut prendre les poignées et les bouger un peu pour que ça faire venir recoller vraiment sur les marges. C'est important. Parce qu'on va pouvoir modifier par la suite les valeurs de marge, modifier les espaces, les marges par rapport au bord de la page. Et si le bloc colle aux marges, il va suivre les marges. Il faudra enclencher une petite option, mais en tout cas, il va suivre les marges. Mais s'il ne colle pas aux marges, il ne suivra pas. Donc c'est pour ça que c'est important qu'il colle bien aux marges. Ce n'est pas juste pour être perfectionniste, pour le plaisir d'être perfectionniste. Alors nous allons découper ce bloc en 6 blocs horizontaux. Donc c'est une approche de la mise en page dans InDesign. Il y en a plein d'autres, il y en a des dizaines d'autres. Moi je vous invite vraiment, si vous voulez en savoir plus sur InDesign pour la suite de vos études et de votre travail, de multiplier vos sources et de regarder en vidéo des formations InDesign faites par d'autres personnes, de suivre d'autres formations, s'inscrire dans des formations. C'est vraiment intéressant. C'est un logiciel tellement vaste que on n'en a jamais assez si on veut devenir spécialiste là-dedans.
Les approches sont chaque fois différentes, il y a chaque fois des nouvelles choses à apprendre. Alors au niveau complexité, d'abord je vous dis que moi je suis un expert, bien que j'ai encore des choses à apprendre, hein, un expert Photoshop, Illustrator, InDesign. Et si pourquoi je vous dis ça, c'est pour que ce que je vais vous dire là maintenant, vous me croyez peut-être un peu plus que si je ne vous dis pas que je suis un expert dans les 3 logiciels. Au niveau complexité, qu'est-ce qui est le plus complexe parmi les 3 logiciels Photoshop, Illustrator, InDesign? Alors, InDesign est 6 fois plus complexe que Photoshop. Illustrator est à peu près 2 ou 3 fois plus complexe que Photoshop. Donc le moins complexe à utiliser des 3 logiciels, c'est Photoshop. Mais ça demande des compétences en graphisme par ailleurs, Photoshop. Ce qu'on ne doit pas nécessairement avoir en InDesign si on suit des procédures pour faire de la mise en page. Donc il faut nuancer. Mais en tout cas, au niveau de la complexité d'utilisation, clairement, InDesign, 5 à 6 fois plus complexe que Photoshop, Illustrator, 2 à 3 fois plus complexe. Quand je dis ça, en général, les gens sont assez dubitatifs parce qu'ils n'ont utilisé, par exemple, Illustrator que très peu. Ils ont utilisé mal Illustrator, ils n'ont vu que la surface de Illustrator. Illustrator est vraiment très complet aussi. Alors bien sûr, vous n'allez pas aller jusque-là dans InDesign, on va juste essayer de l'utiliser pour arriver à produire des choses. Et ce qu'on va faire ici, c'est utiliser un script pour arriver à diviser en 6 blocs ce bloc-ci. 6 blocs égaux, horizontaux. Et donc c'est une manière de faire que je vous propose ici. Donc vous allez dans le menu Fenêtre, Utilitaire, et vous allez chercher les scripts. Fenêtre, utilitaire, script. Alors ce ne sont pas des scripts que vous pouvez vous-même faire facilement. C'est de la programmation en JavaScript, donc c'est possible d'en faire soi-même si on est très expert là-dedans. Mais en tout cas, InDesign propose d'origine des scripts. Voilà, dans le dossier application, échantillon. Et vous pouvez aussi aller en chercher, il y en a qui sont sur le web, gratuits, qu'on peut ajouter à InDesign, et ils se retrouveront à ce moment-là dans le dossier user, dans le dossier des utilisateurs. Les scripts sont fournis en 2 versions. Sur la version Windows de InDesign, vous avez ça certainement en VBScript, sans doute, non? En Visual Basic. Et vous l'avez aussi en JavaScript. Donc c'est la même chose en fait. Et évidemment, sur le Mac ici, c'est en AppleScript et en JavaScript. Alors on va aller dans le dossier JavaScript. Est-ce que votre bloc est bien sélectionné? Super. Alors on va utiliser un script. Alors quel est le peintre belge le plus connu? Hein? Magritte, voilà. Donc vous allez utiliser le script Make-Grid. Donc je rigole, c'est juste pour blaguer. Rien à voir. Vous double-cliquez sur le script qui s'appelle Make-Grid. Et ça, c'est un script qu'on ne pourra pas annuler. Ah oui, parce que ça va faire plein de choses et si vous foirez, donc ce serait peut-être une bonne idée d'enregistrer quand même le document avant de faire ça, on ne sait jamais. Voilà. Alors, il nous faut des rangées, on avait dit 6 rangées. Au niveau des colonnes, je pense qu'en mettant une colonne, il ne va pas nous faire de colonne. Au niveau de la gouttière entre les rangées, donc l'espacement entre les rangées, il vous propose ici une valeur en points. Vous n'êtes pas obligé de faire des points. Vous pouvez par exemple indiquer que vous voulez une valeur. On va mettre par exemple 5 mm, 5 mm. Type de bloc, bon, on peut choisir éventuellement graphique. Comme ça va nous faire des blocs pour images. Mais de toute façon, tant qu'ils ne contiennent rien, on peut mettre ce qu'on veut dedans, même du texte. Ici, ceci doit être coché parce que notre grand bloc là va être effacé. Il va faire place au petit bloc. Voilà. Donc, 6 rangées, une colonne. Gouttière, j'avais indiqué 5 mm, 5 mm. Il m'a converti ça en points parce que InDesign est réglé pour montrer des unités de mesure points pour l'instant, mais ça peut se modifier. On peut faire fonctionner InDesign en millimètres entièrement. C'est dans les préférences. On clique sur OK. Et voilà, vous avez vos 6 blocs allongés. Et le bloc original a disparu.
Alors, est-ce que vous voyez les règles sur le bord du document? Bien. Bon, vous allez mettre le pointeur sur la règle horizontale, cliquer et glisser en dehors de la page. Comme ça, vous faites un cliquer et glisser en dehors de la page, pas sur la page, donc, mais en dehors de la page, parce que je voudrais que le repère soit sur les deux pages gauche et droite du gabarit. Donc, si je le dépose sur la page, il sera que sur la page de droite, là. Donc, je le fais en dehors de la page. Et vous allez faire le repère, par exemple, qui va aller se coller normalement assez bien sur le bord du bloc, là. Voilà, comme ça. Repère horizontal qu'on tire là, comme ça. Donc, on va faire des repères, ça nous servira pour plus tard. Et comme vous voyez, étant donné qu'on l'a déposé en dehors de la page, il traverse les deux pages. Alors, les repères, c'est mieux si on les met sur un calque, rien que pour eux. Bon, petite parenthèse ici, je viens de zoomer, je suis coincé comme ça, je vais aller double-cliquer sur la main. Vous voyez, je ne peux pas remonter mes pages, c'est foireux. Je vais aller double-cliquer sur la main dans la palette des outils. C'est ce qui sert à faire apparaître les pages au milieu du document, comme ça, rapidement. Le double-clic sur l'outil main. Vous avez la même chose dans Illustrator et Photoshop pour faire apparaître rapidement le document le plus grand possible sur l'écran. Alors j'étais en train de dire que le repère qu'on a tiré, oui c'est bien, mais avant de commencer à faire les autres, je vais essayer de transférer ce repère vers un autre calque. On va aller dans la palette des calques. Pour l'instant, on a travaillé sur un seul calque, donc on va sur la palette des calques ici. Donc la palette des calques, elle est là. Et on va créer un calque en cliquant sur le bloc de feuilles. Et vous allez double-cliquer sur son nom pour le renommer repère. Voilà. Alors le repère, il faut qu'il soit sélectionné, c'est-à-dire que si on clique à côté, il n'est pas sélectionné. Si on clique sur lui ou si on l'englobe avec la flèche noire comme ça, il est sélectionné. D'ailleurs, la palette des options là au-dessus change. Quand l'objet est sélectionné, on voit ce qui concerne ce repère. Quand il n'est pas sélectionné, on voit la palette entière. Ce sont juste des raccourcis vers des choses qui existent ailleurs dans les palettes de InDesign. Tout ce qu'on voit là. Donc InDesign est moins complexe qu'il n'y paraît quand même parce que vous avez à différents endroits, comme dans tous les logiciels Adobe, vous avez la même chose à différents endroits, présenté de différentes manières. En tout cas, voilà, il faut que le repère soit sélectionné. Et dans la palette des calques, on va le transférer de son calque actuel vers le nouveau calque qui s'appelle repère. Comment est-ce qu'on fait? C'est comme dans Illustrator. Quand un objet est sélectionné ou plusieurs objets, on prend le petit carré qui est là et on le déplace d'un calque à l'autre. Et voilà, le repère a même changé de couleur parce qu'il est sur le calque dont les vecteurs apparaissent en rouge. Quand vous avez fait ça, vous allez verrouiller le calque d'en bas pour être certain de ne pas le modifier. Bien, alors on va faire d'autres repères en dessous et au-dessus des blocs là. Ce sera une bonne idée. Donc on peut les tirer des marches là aussi, mais on peut aussi éventuellement, avec la touche Alt, déplacer le repère existant. Avec la touche Alt, flèche noire, donc touche Alt, on peut déplacer. Il y a possibilité aussi de faire ça par ici, en entrant des valeurs avec la touche Alt. Bon, c'est le déplacement paramétré, mais si vous le faites manuellement comme ça, c'est bon aussi. Dans un premier temps, voilà, on va dire que c'est bon comme ça. Mais disons qu'à un certain moment, si vous faites souvent ça, il faudra les créer de manière paramétrée plutôt qu'en déplaçant comme ça. Ok, celui-là n'est pas nécessaire, c'est bon.
Alors la couleur des repères, ça se modifie dans les préférences si jamais vous travaillez sur un document qui présente des images, des fonds qui ont justement la couleur de ce repère-là. Il faut savoir que vous pouvez changer ça dans les préférences. Sinon, c'est parfois pas très facile de voir ces repères. Alors voilà, comme vous le voyez, les blocs là qu'on a créés dans le gabarit sont reportés sur toutes les pages de droite du document. Bien, alors je vous propose de prendre les blocs de la page de droite du gabarit et de les dupliquer sur la page de gauche. Donc, vous les sélectionnez, les blocs. Attention, on est sur le mauvais calque. Il faut verrouiller le calque des repères et déverrouiller le calque original, là, le Layer 1. Sélectionnez vos blocs, vous les englobez, ou vous faites un CTRL A bien sûr, et les déplacez avec la touche Alt, les déplacer vers l'autre page. Et voilà. Et là, toutes les pages ont maintenant nos blocs. Parfait. Donc, je vous rappelle, j'ai dû verrouiller le calque des repères, déverrouiller le calque Layer 1, sélectionner tous les blocs CTRL A, ou englober avec la flèche noire tous les blocs, ne fût-ce qu'une partie des blocs. Puis, avec la flèche noire et la touche Alt, j'ai déplacé les blocs et ça fait une copie, je les ai déplacés sur la page de gauche. Alors voilà, je travaillais sur le gabarit, mais maintenant je vais aller travailler sur les pages. Par exemple, je vais sur la page 3, on double-clique sur la page 3. Bien. Et sur la page 3, eh bien, je vais sélectionner tout sur les deux pages d'ailleurs. Donc vous allez enfoncer les touches CTRL et majuscules sur le PC, commande et majuscule sur le Mac, et vous allez cliquer sur les blocs. Voilà. CTRL majuscule et cliquer sur les blocs, ça les déverrouille par rapport au gabarit. CTRL majuscule sur le PC, commande majuscule sur le Mac, ça déverrouille les blocs. Donc voilà, parce que les blocs, comme vous avez pu remarquer, sont normalement inaccessibles. Ce qui vient du gabarit est normalement inaccessible, il faut le déverrouiller. Bien, ensuite, je vais sélectionner le tout. Voilà, il faut faire un CTRL A. Commande A sur le Mac, CTRL A sur le PC. Tous les blocs sont sélectionnés et je vais les diviser à nouveau. Je vais les diviser en 3 blocs. On retourne dans la palette des scripts. Menu fenêtre utilitaire script. On va retourner dans le script MakeGrid. Donc vous avez bien vos blocs qui sont activés sur les pages 2 et 3 en fait. Voilà, et là je vais taper une rangée, 3 colonnes, gouttière de colonnes, je vais faire la même chose que ce que j'avais fait précédemment, donc j'avais indiqué 5 mm, pourquoi pas, voilà 5 mm. Ok, et c'est parfait, ça m'a fait ce que je voulais, c'est-à-dire que chaque bloc horizontal a été divisé en 3 petits blocs avec une gouttière de 5 mm entre. Les blocs horizontaux originaux ont été effacés pour laisser place à ces divisions. Alors, chez l'un d'entre vous, ça n'a pas fonctionné comme ça devrait. J'ai même réessayé et ça ne fonctionne pas comme ça devrait. Sur la page de droite, bizarrement, le résultat a bien fait des blocs divisés comme ça, mais on a encore des blocs qui sont visibles derrière en fait, des blocs qui viennent du gabarit. Donc ce qu'on a dû faire, c'est faire un CTRL-ALT sur le PC et cliquer à cet endroit-là où il se trouvait, et touche suppression à chaque fois. Donc je ne sais pas pourquoi, bizarrement,
Ça peut arriver qu'il y ait des InDesign qui bug un peu. En général, les bugs se situent entre le dossier de la chaise et l'écran, mais parfois, il y a vraiment des bugs dans le logiciel. Alors voilà, on va passer maintenant sur les pages 4 et 5. Vous double-cliquez, voilà, ce sont les pages 4 et 5. Il va falloir verrouiller aussi. Oui, il y a une manière de déverrouiller. Il va falloir déverrouiller, je veux dire. Il y a une manière de déverrouiller rapidement, mais faisons la manière manuelle. Ici, contrôle majuscule sur le PC, commande majuscule sur le Mac. Cliquez sur les blocs les uns après les autres. Contrôle majuscule sur le PC, commande majuscule sur le Mac, on clique sur les blocs. Ils se déverrouillent par rapport au gabarit. Ils sont en quelque sorte un peu plus indépendants. On aura l'occasion de revenir sur cette notion de déverrouillage par rapport au gabarit. Vous avez tous vos blocs des pages, donc 4 et 5, qui sont sélectionnés. Et on va à nouveau faire jouer le script, mais cette fois-ci, ça ne va pas être une division par 3, mais par 4. Ah bah oui, sinon ça ne sert à rien. Donc, toujours le script makeGrid, une rangée, 4 colonnes, 5 mm, 5 mm de gouttière, donc l'espace entre les blocs. OK. Et voilà, vous avez cette fois-ci une configuration différente de ce qu'on avait obtenu précédemment, bien sûr. Alors, ça sert à quoi tout ça ? Eh bien, il faut savoir que ces blocs vont nous servir à faire un document de mise en page. Alors voilà, vous enregistrez votre document, bien entendu. On a encore vu récemment, là, chez l'un d'entre vous, que c'est vraiment utile d'enregistrer régulièrement sous un nom différent. Il n'y a pas que le problème de la corruption du fichier XML, il y a aussi le fait que quand on foire son document parce qu'on a mal fait les choses, ou parce que ça s'est mal passé à cause du logiciel, je ne sais pas, eh bien, on peut au moins récupérer une version d'avant. Donc voilà, vous allez maintenant obtenir, vous allez transformer vos pages 2 et 3, par exemple, les pages 2 et 3 que vous allez activer, vos pages qui contiennent 3 colonnes en fait, 3 colonnes par page. On va en faire un gabarit, ce qui va nous permettre d'appliquer ça sur plein d'autres pages. Donc vous activez les pages 2 et 3 dans la palette pages, clic majuscule clic. Et vous allez demander dans le menu de la palette page, gabarit, enregistrer en tant que gabarit. Donc menu de la palette page, Master Pages, Save as Master. Et voilà, vous avez un gabarit B qui reprend ce que vous aviez fait dans le document. On aurait pu obtenir ça d'une autre manière, bien sûr. On aurait pu aussi dupliquer le gabarit A et travailler sur la copie B directement pour faire nos divisions de blocs. Enfin, il y a plein de manières différentes de faire, bien entendu. Le but ici, c'est aussi de vous faire comprendre comment fonctionne InDesign. Après, ce n'est pas des recettes à appliquer. On n'est pas en train d'appliquer des recettes nécessairement. Quand on est débutant, oui, ça peut aider les recettes, mais ce qu'il faut, c'est comprendre comment fonctionne le logiciel. Alors maintenant, je vais également sélectionner mes pages suivantes, 4 et 5, clic, majuscule, clic, et demander menu de la palette page, Master Pages, Save as Master, et voilà, j'ai un gabarit C. Donc vous comprenez le principe, ce sont des modèles de pages. Je vais pouvoir les mettre dans un document qui va contenir 40 pages peut-être. Je vais pouvoir aller déposer ces modèles de pages sur les pages du document et démarrer là-dessus pour travailler, pour faire des mises en page. L'intérêt de travailler comme ça, c'est un peu comme une grille modulaire. Ce n'est pas une véritable grille modulaire de mise en page, mais c'est un peu comme une grille modulaire parce que c'est ça le secret d'une mise en page. Attention, ceci est la partie la plus importante pour aujourd'hui. Le secret d'une belle mise en page, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on sente que d'une page à l'autre, il y ait une structure commune. C'est pas d'une page à l'autre du n'importe quoi différent de la page d'avant. Il faut qu'il y ait une structure, on sent que derrière, il y ait une grille en fait. Mais dans le même temps, il faut que d'une page à l'autre, ce soit varié. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes positionnements de blocs, images et textes qui reviennent. Donc une belle mise en page, un magazine par exemple, c'est ça. On a une structure qu'on sent derrière, c'est vraiment l'identité du magazine. Et
Malgré ça, on a réussi à faire d'une page à l'autre des choses différentes. Il y a de la variété. Donc c'est un peu être le cul entre deux chaises, entre quelque chose de structuré et quelque chose de créatif et de varié. Alors les grilles modulaires. Alors vous avez accès au web. Ce serait peut-être intéressant d'aller sur le web et de taper ceci. Vous tapez InDesign Grid. Donc grille InDesign. Je passe à la partie images de Google et vous voyez qu'il y a un module InDesign qu'on peut ajouter à InDesign qui n'est pas dans InDesign d'origine, qui s'appelle le Grid Calculator, qui permet de faire des grilles modulaires justement. En tout cas, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que c'est un procédé assez connu de construire des mises en page sur base de grilles. La grille que je vous propose de faire aujourd'hui est très simple. Elle ne ressemble pas tout à fait à ce qu'on voit là. Alors, ce que vous pouvez faire en plus, c'est taper ceci. Si vous tapez le mot Pinterest en plus de InDesign Grid, vous allez tomber sur des utilisateurs Pinterest qui regroupent des exemples de mise en page faites sur base de grilles. Ça peut vraiment être intéressant. Parce qu'en mise en page, comme pour le reste en créativité d'ailleurs, il faut quand même aller voir ce que les autres ont fait, il faut s'inspirer un peu. Oui, surtout en mise en page, parce que la mise en page, c'est quand même particulier comme création. C'est-à-dire que les gens s'attendent quand même à avoir un document qui ressemble un peu à ce qu'ils connaissent. Voilà, donc c'est encore une difficulté, arriver à se différencier, à faire différent des autres, mais malgré tout, rester dans les habitudes des publications, c'est-à-dire des colonnes, oui, qui sont héritées d'un temps où on faisait de la typographie avec des caractères mobiles, hein, les colonnes. Sinon, ça n'a aucun intérêt, les colonnes, en fait, si ce n'est que ça fait des lignes moins longues et c'est plus facile à lire. Mais vous voyez, il y a toute une histoire, un historique derrière ça. Donc, vous tombez sur des Pinterest parfois avec des beaux exemples de mise en page. Voilà, c'est le principe. Hein. Ces mises en page que certains récoltent pour leur propre usage. Hein, c'est leur espèce de mood board, leur inspiration, mais en même temps, ils mettent ça à disposition de tout le monde. Ce sont des mises en page qui sont basées sur des grilles. C'est-à-dire que d'une page à l'autre, c'est assez diversifié, mais malgré tout, il y a une structure. On sent qu'il y a quelque chose derrière qui est commun à toutes ces pages. Ça va vous aider à faire des documents cohérents au niveau visuel. Alors, si vous voulez, ce sera peut-être plus facile pour travailler si on fait fonctionner la palette de pages un peu différemment. Vous voyez qu'on peut l'agrandir avec sa petite case en bas à droite. Vous pouvez l'élargir comme ça si vous voulez. Voilà. Et plutôt que de présenter les pages à la manière chemin de fer, je vais demander qu'elles se présentent différemment. Les pages ici. Alors, pour ça, vous allez dans le menu de la palette pages. Si vous ne l'avez pas élargi, vous n'allez pas voir la différence. Il faut faire la place en élargissant la palette pages avec sa petite case en bas à droite. Ça... Donc, menu de la palette pages, option de panneau. Voilà. Alors, vous allez pouvoir décocher ceci pour les gabarits. Montrer verticalement, vous décochez. OK. Donc, les gabarits sont montrés les uns à la suite des autres, de gauche à droite. Ils ne sont plus l'un au-dessus de l'autre. Ça fait gagner un peu de place éventuellement et ça peut être plus sympa. On va faire la même chose pour les pages maintenant. Donc pour les pages, ce ne sera pas dans les options de panneau. Ce sera ici, juste au-dessus, voir les pages horizontalement. Et voilà. Alors voilà, on va éventuellement jeter toutes les pages de la 2 à la 8. Vous pouvez cliquer sur la 2, touche majuscule, vous cliquez sur la 8.
Et vous avez la petite corbeille pour jeter ça. Voilà, il ne nous reste plus que la première page de couverture. Et on va ajouter des gabarits, des pages basées sur des gabarits. On va les ajouter. Deux manières d'ajouter par le menu ici. Insérer des pages. Menu de la palette pages, insérer des pages. Je vais par exemple insérer 4 pages après la première, basées sur le gabarit. Par exemple, le gabarit C. Voilà. Donc on pourrait même insérer, si on a déjà un document avec plein de pages, insérer après une certaine page. Après une certaine page, il faut juste penser que, étant donné qu'on est dans un document recto verso double page, il faut toujours insérer un nombre de pages pair. Parce que sinon ça va décaler évidemment tout, ce ne sera pas bon. Voilà, par exemple là, voilà, j'ai inséré comme ça. Sinon, on peut aussi faire clic majuscule clic et glisser le gabarit. Par exemple ici sur le gabarit B, clic majuscule clic pour activer les 2 pages, le glisser où on veut, on peut même l'insérer. Voilà. Et ça peut encore être bougé bien sûr après. Ok, donc bien sûr les pages 2 et 3 ici deviennent les pages 8 et 9. Et c'est ce qui était les pages 4 et 5 qui deviennent les 2 et 3. Enfin, vous voyez, ça se réorganise tout seul. Enregistrer le document. Bien, après, vous pouvez panacher. Il est possible de panacher. Par exemple, ici, sur les pages 2 et 3, j'ai 4 colonnes. Si je prends la page gauche du gabarit B et je la mets sur la page 2, ben voilà, j'ai sur la page 2 3 colonnes, sur la page 3, j'en ai 4. Vous voyez? Si je prends la page de droite du gabarit B ici, que je la mets à cet endroit-là, voilà. Comme ça, on fait un peu de diversité. Il y a toujours une structure qui sera commune aux 2 grilles du gabarit B et C. Quelque part, on sait elles ont la même origine. Mais comme ça, on amène déjà un peu de diversité dans le document. Donc il n'est pas interdit déjà de panacher un peu comme ça. Bien, alors on va aller faire des pages pour créer des repères verticaux. Ça va être assez rapide. On va, pas des pages, des calques. On va aller faire des calques pour faire des repères verticaux. Puis on va s'attaquer aux pages et on commencera à faire un peu de mise en page avec des images et du texte. Donc dans la palette des calques, menu fenêtre calque, window layers, vous allez créer un nouveau calque. Je vais l'appeler repère 2, par exemple, voilà. Je verrouille les autres, je ne travaille que sur celui-là. Je vais travailler sur, par exemple, le gabarit B. Je double-clique. Il est bien indiqué B master là-bas en bas à gauche. Je suis en train de voir le gabarit B. Et cette fois-ci, je vais tirer des repères de la règle verticale qui est là à gauche. Donc il faut que je travaille bien sur le calque repère 2. Les autres sont verrouillés de toute façon, je ne sais pas travailler sur eux. Et je vais tirer des repères comme ça. Il n'y a pas besoin que ça déborde de la page dans ce cas-ci. Voilà. Tout ça nous servira de guide si on doit placer des éléments par la suite. Ou recréer des blocs carrément sur la page directement. Parce qu'on va peut-être être amené à effacer certains blocs, et donc si on doit en recréer rapidement, ça va nous servir. Oui, il y en a un qui dépasse, c'est pas grave. Hein. C'est parce que je l'ai lâché quand j'étais au-dessus à côté de la page en fait. Hein. Donc il déborde de la page, mais c'est pas important. Bon, si on veut être perfectionniste, je vais le supprimer et en refaire un.
Voilà. Alors maintenant, à nouveau, un calque que je vais appeler repère 3. Je verrouille les autres, je travaille sur repère 3. Et qu'est-ce que je fais sur repère 3? Ben, ça va être pour le gabarit en 4 colonnes. Là, je viens de faire les repères verticaux pour les gabarits qui présentent 3 colonnes. Mais maintenant, je vais sur le gabarit C ici et je vais tirer mes repères. Donc je suis en train de travailler sur le calque repère 3. Donc on a 3 calques de repères. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir les masquer et les afficher au besoin, suivant ce qu'on est en train de faire. Quand c'est fait, vous sauvegardez le document. Tiens, il y en a un que j'ai mis à côté, c'est pas grave, je vais le reprendre. Voilà. Alors il y a une autre manière dont qu'on aurait pu procéder, c'est d'abord de créer les repères sur les pages et puis d'aller créer des blocs. C'est aussi possible, hein. Il y a plein de manières de faire. Donc on peut aussi sur des pages créer des repères. Il y a une fonction dans InDesign qui vous permet de créer des repères dans le menu page, dans le menu layout, créer des repères. Mais on ne fait pas ça parce que nous on a fait l'inverse. On n'a pas d'abord créé des repères puis aller mettre des blocs entre les repères. On a d'abord créé des blocs puis on met des repères ensuite. C'est une autre manière de faire. Tout est bon. Donc n'oubliez pas de sauvegarder le document. Alors vous vous dites peut-être, mais chaque fois qu'on doit faire un document InDesign, il va falloir faire tout ça. Mais non, parce que ça c'est un modèle de départ qui va pouvoir vous servir pour plein de documents que vous allez faire. Vous allez pouvoir chaque fois redémarrer de ce document-là pour démarrer une mise en page différente chaque fois. Voilà, alors je vais travailler sur les pages 2 et 3. Je double-clique sur les pages 2 et 3 dans la palette pages. Donc on voit ici que chez moi, bon ok, la page de gauche, la 2 utilise le gabarit B, 3 colonnes. La page de droite utilise le gabarit C, 4 colonnes. Bon, peu importe en fait, hein. Et alors, pour pouvoir utiliser les blocs pour leur mettre des images dedans et du texte, on avait vu qu'il fallait les déverrouiller. On avait fait CTRL majuscule et cliquer sur eux. Mais si on doit déverrouiller tous les blocs d'une page ou de plusieurs pages, il y a une fonction qu'on va utiliser maintenant. Vous pouvez activer éventuellement les deux pages 2 et 3, clic, majuscule, clic. Et vous avez dans le menu de la palette page, alors je ne me souviens plus comment ça s'appelle en français, c'est ennuyeux. En tout cas, voilà. Override Master Pages Items. Et ça n'a pas marché, c'est toujours agréable. Je vais réessayer. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Bonne question, alors que ça devrait. Bon, ça arrive parfois, hein. Ok. Est-ce que ce serait parce que... Non, c'est à cause des calques, en fait, à mon avis. C'est une question de calque. C'est parce que les calques sont verrouillés, sans doute. Ouais, peut-être que je déverrouille le calque là, on va voir si c'est ça. Je verrouille les calques de repère, je déverrouille le calque qui contient les blocs, je réessaye. Eh oui. Donc je réactive page 2 et 3, je réenclenche la fonction. Et voilà, ça a marché. Bon, gros piège de InDesign, il faut penser au calque.
Il ne voulait pas le faire parce que le calque qui contenait les blocs était verrouillé. Voilà. Donc déverrouillez le calque Layer 1, activez vos 2 pages et activez cette fonction. Et voilà, ça va fonctionner. Tous les blocs des 2 pages ont été déverrouillés. Vous n'avez pas eu besoin avec contrôle majuscule sur le PC, commande majuscule sur le Mac, d'aller cliquer sur chacun d'eux. Ils sont d'office tous déverrouillés. Parfait. Et alors on peut le faire d'ailleurs pour toutes les pages d'un coup. Si vous activez maintenant page 4 jusqu'à 9, voilà, clic, majuscule, clic. À mon avis, ça va être possible d'aller déverrouiller ça. Bon, si vous n'avez pas 9, c'est pas grave. Hein, c'est pas très grave tant que vous avez quelques pages avec des blocs comme ça, c'est bon. En tout cas, moi, j'ai jusqu'à la page 9 et tout est déverrouillé maintenant. Donc, il fallait vraiment penser à ça. En général, c'est vrai que ça vient de là, un calque qui est verrouillé. Ça peut empêcher que certaines fonctions fonctionnent. Donc, ça arrive régulièrement qu'on ait des problèmes pendant qu'on utilise InDesign parce que c'est quand même complexe, surtout si vous êtes amené à travailler dans d'autres logiciels aussi. Bon, si vous ne travaillez que dans InDesign, c'est un peu facile de bien connaître, mais si vous travaillez aussi dans Photoshop, dans Illustrator, dans un logiciel de painting, vous faites de la 3D, vous faites du e-learning, vous faites... bon, ça commence à devenir compliqué de toujours se souvenir de tout. Alors, dans ce cas-là, on garde son calme et on cherche. Si on ne trouve pas... On fait une petite recherche sur Google pour voir si dans un forum, il n'y a pas quelqu'un qui a posé la question. Allez voir dans l'aide du logiciel. Et sinon, on téléphone à un pote ou on parle à quelqu'un qui est dans le même bureau et voilà, et on s'entraide. Donc voilà, on n'est pas toujours clairvoyant pour trouver les solutions rapidement. Il ne faut pas hésiter à communiquer, en tout cas, dans ces métiers-là, communiquer et s'entraider. Et ça va même jusqu'à s'entraider, jusqu'à sous-traiter. Vous n'êtes pas obligé, dans un métier d'infographiste, de tout maîtriser. Vous pouvez vous présenter en tant que créateur de logos, de mise en page, et vous faites aussi de la 3D. Mais en réalité, vous ne faites pas de la 3D. Quand un client vous demande de faire la 3D, vous sous-traitez chez un copain. Et si lui, qui fait de la 3D, ne fait pas la mise en page, lui, il va sous-traiter chez vous. Mais c'est en interne, ça, c'est de la bidouille interne, le client ne le voit pas. Enfin voilà, donc c'est un peu des trucs du métier. Vous n'êtes pas obligé d'être bon en tout. Par contre, réseauter, avoir des copains avec qui travailler, ça c'est bien. Ok, est-ce que vous avez réussi à déverrouiller tous vos blocs, ça marche ?